Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans le deuxième sexe, il y a un trésor. Entretien avec Elisabeth Badinter. Liliane Lazare. Quand et comment avez-vous découvert l'œuvre de Simone de Beauvoir? Elisabeth Badinter. J'ai découvert Simone de Beauvoir quand j'étais au lycée, en classe de seconde. Je devais avoir 15 ans, et je l'ai découverte en lisant les mémoires d'une jeune fille rangée. Comme cela m'avait passionnée, j'ai tout de suite abordé le deuxième sexe, le lisant en grande partie dans le bus du lycée. Le parcours durait 50 minutes aller-retour. Je me vois encore aujourd'hui dans un état de lévitation parce que Beauvoir m'avait procuré les clés de la prison et m'avait dit « Vous pouvez en sortir ». Dans les mémoires d'une jeune fille rangée, elle m'avait donné le sentiment d'être une femme exceptionnelle. C'est une femme hors pair, Simone de Beauvoir, surtout pour les femmes de ma génération. Elle donnait envie de l'imiter, surtout après le deuxième sexe. Pour utiliser une expression à la mode, elle déconstruisait le destin féminin. Cela a été pour moi une source d'enthousiasme. Ensuite, j'ai lu tout le reste. 30 ans après, j'ai trouvé qu'il y avait des faiblesses dans le deuxième sexe quand j'ai retravaillé sur cet ouvrage, mais il y a aussi un trésor. Elle. Quel est ce trésor? E.B. Eh bien, le trésor qu'on a oublié aujourd'hui, et qu'il me semble temps de retrouver, c'est le message de liberté. Je suis très frappée de voir comment le féminisme aujourd'hui a peu à peu abandonné le concept de liberté. Il y a une trentaine d'années, quand Beauvoir était notre icône, elle était la reine-mère du féminisme. C'était l'époque où l'on était très préoccupé de liberté. Puis, il y a eu une deuxième période du féminisme, notamment celle du féminisme américain qui a trouvé quelques porte-voix en France et a posé d'autres objectifs. Ce nouveau féminisme a critiqué le point de vue beauvoirien et lui a reproché notamment d'être une femme privilégiée ayant des objectifs inatteignables pour la plupart des femmes. C'était bien beau la liberté, disait-on, mais elle s'était bien peu préoccupée de l'égalité. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui de retrouver le propos libérateur de Simone de Beauvoir et du deuxième sexe. La tendance actuelle du féminisme s'est construite contre Beauvoir dans un différentiel antagoniste. Cette tendance est en train peu à peu d'écraser les femmes sous le poids de la victimisation. On a complètement oublié qu'on est libre de ne pas se considérer victime potentielle des hommes. Nous allons avoir très vite besoin de nous inspirer à nouveau du message libératoire de Simone de Beauvoir. Voici un exemple de l'échec du féminisme aujourd'hui, et des conséquences néfastes de l'oubli de la philosophie de Beauvoir. Tous les 8 mars, journée de la femme en France, les médias commencent par vous parler du problème des femmes battues, maltraitées par des hommes qui sont des brutes. Les femmes sont donc des victimes et les hommes des bourreaux. Je pense aux petites filles de 10 ans aujourd'hui, qui regardent la télévision. Est-ce que l'on réalise l'image de la femme qu'on est en train de leur présenter? Il n'y a pas que des femmes victimes, mais rien d'autre n'intéresse. Au lieu de diffuser une image positive de la femme aux nouvelles générations comme celle de femmes qui s'imposent toujours sur les territoires masculins, on leur dit à l'inverse « Protégez-vous des hommes. Vous êtes de pauvres malheureuses, des victimes sans pouvoir sur votre destin. » C'est un propos inverse à celui de Simone de Beauvoir. Elle. Pensez-vous que c'est l'influence de certains musulmans intégristes? E.B. Non, c'est un grand renversement des valeurs en Occident. C'est un message de victimisation qui a commencé aux États-Unis dans les années 80 et qui continue en France. L'antienne est que la condition de la femme est insupportable, analogue à celle des déportés dans les camps de concentration selon Andrea Dworkin. On ne va plus travailler que sur la femme victime de harcèlement sexuel, de viol, de coups et d'insultes. C'est un discours construit à partir de la critique de Simone de Beauvoir, accusée d'avoir trahi la féminité, donc les femmes. Pour les féministes contemporaines, il faut absolument retrouver nos différences et séparer les hommes des femmes, tout un discours anti-beauvoirien qui ne correspond pas non plus à la vie réelle des femmes en Occident. Elle. Vous avez parlé des faiblesses du deuxième sexe. Quelles sont-elles? E.B. Les faiblesses du deuxième sexe sont celles de son temps. Simone de Beauvoir n'a pas assez travaillé quand elle écrivait le deuxième sexe. J'ai étudié ses sources, en particulier concernant le chapitre sur la mère. Ces sources sont démodées et parfois superficielles.
La critique principale que je lui fais est qu'elle s'est trompée sur la féminité. La féminité n'est pas que culturelle, de même que la masculinité n'est pas que culturelle. Le masochisme et la passivité existent chez les deux sexes. Dans le deuxième sexe, ces caractéristiques sont présentées comme des caractéristiques proprement féminines. En réalité, elles appartiennent aux deux sexes. C'est l'éducation et la culture qui font le reste. C'est pour cette raison, dans cette optique culturaliste, que Simone de Beauvoir est vraiment libératoire. Elle n'a vu la féminité que comme quelque chose de culturel et de construit, mais je crois qu'il y a chez tout être humain un impératif de la féminité et de la masculinité. L'être humain, homme ou femme, qui ne serait que féminité, passivité, masochisme, serait une personne en danger de mort. D'autre part, tout être humain qui ne serait que virilité, conquête du monde, agressivité risquerait d'être un assassin. Je suis pour ma part très convaincu de la bisexualité psychique qui nous donne une sorte de liberté et de jeu entre nos deux composantes féminines et viriles, passives et actives. Simone de Beauvoir a fait de la féminité quelque chose de structurellement culturel. Je pense que cela s'apprend, mais aussi que cela se développe. Elle. Dans Fausse route, vous avez écrit « Beauvoir a remis la biologie à sa juste place, la seconde. Elle n'est pas totalement étrangère à la reconnaissance du droit à la contraception et à l'avortement. » Pourriez-vous commenter cette réflexion? E.B. À partir du moment où Simone de Beauvoir développe cet aspect secondaire de la biologie, elle met fin à la maternité nécessaire du discours naturaliste. Si une femme a un utérus et des ovaires, tout son destin est tracé. Cela veut dire règles, maternité, soins et élevage des enfants, puis lorsqu'on s'occupe des enfants, ménage et responsabilité de la maison, c'est-à-dire qu'on laisse à son mari ou son compagnon la maîtrise du monde et que l'on se cantonne à la gestion du privé. Tout cela pour des raisons biologiques. Elle a dynamité cette règle. Dans le deuxième sexe, elle plaide pour l'avortement. Pour Beauvoir, la maternité n'est pas sacrée. À partir du moment où la maternité n'est plus sacrée, elle rend possible le libre choix de la femme ou de la future mère. Mon corps est à moi et je suis libre d'en faire ce que je veux. Évidemment, à l'époque, cela a fait scandale, mais elle a pu tenir ce discours parce qu'elle n'était pas dans une optique naturaliste. Elle met la liberté de la femme au-dessus des contingences physiologiques et anatomiques. C'est cela qu'on lui doit. C'est sans prix. À partir de ce moment, elle pouvait être l'avocate de la contraception, de l'avortement et même des femmes sans enfants qui restent toujours une question dans notre société. Sont-elles vraiment des femmes? Pour l'entourage, dans les sociétés occidentales, la réponse est non. Or, à mes yeux, une femme qui ne veut ou ne peut avoir d'enfant n'est pas moins féminine qu'une mère. Cela a coûté cher à Simone de Beauvoir d'avoir soulevé ces questions. Elle. Que pensez-vous de la bisexualité de Simone de Beauvoir, qu'on a découverte après sa mort? E.B. D'abord, on ne l'a pas découverte après sa mort. Déjà dans L'Invité et les Mandarins, il y avait des indices. Je n'en pense rien et je m'en moque. Cela ne m'intéresse pas du tout. Certaines homosexuelles militantes lui ont reproché d'avoir caché son homosexualité. C'est sa vie privée. On a dit qu'elle a menti. C'est peut-être vrai. C'est contraire au désir de tout dire, de transparence vis-à-vis de Sartre, mais c'est ainsi. Je ne ferai pas son procès pour cela. Elle. Avez-vous rencontré Simone de Beauvoir? E.B. Je l'ai rencontrée une seule fois chez elle parce que je participais à un film de José Dayan sur le deuxième sexe, et que j'étais chargée de parler avec elle, justement du chapitre sur la maternité. Je venais de publier L'amour en plus qui tente de démontrer que l'amour maternel n'est pas de l'instinct. Je ne peux pas dire que je l'ai connue, car je ne l'ai rencontrée que 2 ou 3 heures. Je ne l'ai pas trouvée sympathique. Elle n'a pas été désagréable avec moi, mais elle était froide et peu chaleureuse. Ma rencontre avec Simone de Beauvoir ne m'a pas marquée. Peut-être parce que c'était une rencontre professionnelle. Si j'avais pris un café avec elle pendant une demi-heure, cela aurait peut-être été différent. Elle. Avez-vous rencontré Sartre? E.B. Non, jamais. Elle. L'œuvre de Sartre vous a-t-elle influencé? E.B. J'ai été une très grande lectrice de ses romans. J'avais dévoré Les Chemins de la liberté.
J'ai relu ses romans plus tard, et je trouve que cela ne tient pas la distance. Sartre, c'est peut-être finalement l'homme des mots et de la nausée. Je ne peux pas vous dire qu'il m'intéresse autant que Simone de Beauvoir. J'avais fait il y a quelque temps, une petite conférence sur le couple Beauvoir-Sartre. Je parie que c'est le couple qui va survivre dans les mémoires des siècles à venir, parce qu'il n'est pas sans point commun avec celui d'Héloïse et Abélard, Madame du Châtelet et Voltaire. Le deuxième sexe, quelles que soient ses faiblesses, est encore vivace. Je pense qu'on aura plus d'intérêt à lire Simone de Beauvoir que Sartre. Elle. Pour les générations futures, qu'est-ce qui survivra le mieux de l'œuvre beauvoirienne, ses romans, ses mémoires, sa philosophie, sa correspondance? Je pense que ce sera sa correspondance. Aujourd'hui, on ne lit plus le théâtre de Voltaire, mais on lit sa correspondance. La correspondance est un témoignage d'une époque. Mais un livre qui restera également, c'est celui sur la mort de sa mère, une mort très douce. C'est un magnifique texte de Beauvoir. Pour ma part, j'ai trouvé également remarquable un livre qui lui a été beaucoup reproché, La cérémonie des adieux. Son introduction sur Sartre vieillissant est saisissante, plus que son traité La vieillesse que je trouve illisible. Je ne sais pas quelle est la part d'authenticité et de règlement de compte, mais ce texte m'a glacé. En même temps, elle savait qu'elle serait très critiquée et elle l'a fait quand même. La cérémonie des adieux est un texte violent, mais je confesse que j'ai une sorte d'admiration pour la démarche. Elle. Pensez-vous que les féministes contemporaines sont influencées par le deuxième sexe? En vérité, les féministes qui ont 30 ou 40 ans aujourd'hui n'ont pas lu Beauvoir. Celles qui se mettent à la lire sont assez étonnées et admiratives. Elles n'ont pas lu Beauvoir à cause de la lourdeur du style du deuxième sexe. Celles qui partent du point de vue de la victimisation n'ont aucune chance de se retrouver dans Beauvoir. Pourtant, je pense qu'on va bientôt éprouver le besoin de le relire. Elle. Donc il y a de l'espoir. Depuis la publication de Fausse route en 2003, est-ce que quelque chose a changé dans le féminisme français? Non, le féminisme français n'est qu'une nébuleuse d'associations aux femmes victimes. Il y a quelques jeunes femmes qui tentent de renouveler le germe, mais c'est assez décevant. Elles plaident pour un féminisme pragmatique. Il n'y a plus de grandes théoriciennes du féminisme. C'est fini. Les dernières étaient les pires ennemies de Beauvoir. Luce Irigaray, qui faisait partie du groupe du féminisme différentialiste et oppositionnel, ne publie plus. Sylviane Agacinski et Françoise Héritier sont en faveur du dualisme oppositionnel des sexes. Elle. Pensez-vous qu'on croit toujours au retour de la nature? Oui, ce retour à la nature a été en grande partie initié par les écologistes. De la nature extérieure, on en est revenu à la nature féminine et masculine. D'après Sylviane Agacinski ou Julia Kristeva, la maternité est le critère même de la féminité, ce à partir de quoi tout le reste se décline. Elle. Dans la conclusion de Fausse route, vous écrivez qu'il est à craindre que les relations des femmes avec les hommes se détériorent. Pourtant, les rôles sont moins rigides et définis maintenant. Il y a moins de clivage entre hommes et femmes. Les jeunes pères changent les couches de leurs nouveau-nés, s'occupent de leurs enfants, font les courses, font la cuisine. Il semble qu'il y ait moins de machisme chez les jeunes générations de sexe masculin. C'est exact, mais les statistiques sont têtues. Que nous montrent-elles? En France, dans un certain milieu comme partout, les femmes continuent d'assumer l'essentiel des tâches parentales et ménagères et c'est le grand handicap qui pèse sur elles. Elles ne peuvent pas prétendre à une égalité professionnelle avec les hommes, parce qu'elles assument toujours le gros des travaux domestiques. C'est vrai que les jeunes pères ne se comportent plus comme nos grands-pères, et que de ce point de vue, il y a des progrès sur lesquels je fonde beaucoup d'espoir, mais néanmoins, c'est toujours la femme dans le couple qui assume la responsabilité du privé. Quand l'enfant est malade, c'est elle qui se débrouille. L'inégalité au sein du couple familial est la source évidente de toutes les autres inégalités. Inégalités politiques et professionnelles. On ne peut pas courir aussi vite que les hommes et monter les échelons dans sa vie professionnelle, si on a un boulet au pied, et les femmes ont toujours ce boulet de la gestion du privé au pied, ce que je trouve terrible. On peut espérer sans être exagérément optimiste,
que les hommes partageront peu à peu les tâches ménagères avec les femmes à condition qu'ils les aiment. Il faut savoir qu'un mariage sur 2 dans les métropoles finit par un divorce, et c'est la femme qui se retrouve avec ses enfants. Mon pessimisme ne vient pas de là. Il vient du fait qu'il y a un discours des pédopsychiatres qui explique aux femmes qu'il faut qu'elles retrouvent les joies de la maternité. Pour être une bonne mère, il vaut mieux s'arrêter de travailler pendant 3 ans pour s'occuper de ses enfants. Je trouve cela très dangereux, car peu à peu on est en train de reconstruire des rôles traditionnels. L'enfant a besoin de sa mère, dit-on aux femmes. Il n'a pas besoin de son père comme il a besoin de sa mère. On réenferme les femmes en les incitant à s'arrêter de travailler quand elles ont de jeunes enfants. Il faut ajouter que depuis les années 90, il est difficile de faire carrière et de trouver un emploi. On peut vous jeter comme un mouchoir à cause des restructurations partout en Europe. Les femmes se disent « Je vais me défoncer pour une entreprise qui peut me rejeter demain. Est-ce que ce n'est pas plus important et intéressant pour moi de m'occuper de mes enfants, même si c'est momentanément, même pour 3 ans. Lorsqu'on s'arrête de travailler, c'est souvent une catastrophe. Il y a une sorte de désamour, désengagement à l'égard du travail professionnel et en même temps, un discours très fort et pas féministe qui consiste à expliquer aux femmes « S'il y a tellement de violence aujourd'hui, c'est de votre faute. Il faut que vous vous occupiez mieux de vos enfants. Il faut que vous restiez avec eux pendant 3 ans. Si vous avez 2 enfants, cela fait 6 ans. » C'est cette convergence des 2 discours qui me semble gravement menacer l'avenir des femmes. Il y a pourtant des femmes qui sont des chefs d'entreprise, qui font le sacrifice de la maternité ou qui la retardent pour atteindre leur but. Absolument. Lorsqu'on regarde celles qui gravissent les échelons de la vie professionnelle, c'est souvent des femmes qui ont les moyens de payer une personne pour garder leurs enfants. Les hommes n'ont pas été sommés de sacrifier leur vie parentale, parce que celle-ci tient souvent peu d'heures dans leur journée. Pensez-vous qu'il y ait de l'espoir pour les jeunes beurettes qui essaient de briser le carcan familial? Je soutiens Ni Pute Ni Soumise, une association où il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont ce courage. Malheureusement, avec la montée de l'intégrisme dans les cités, cela devient de plus en plus difficile pour les jeunes filles qui ont entre 15 et 20 ans, mais c'est encore pire pour les petites filles qui ont 10 ans aujourd'hui. Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, femme de lettres et philosophe féministe française et spécialiste du siècle des Lumières. Elle a été maître de conférences à l'École polytechnique. Son essai Fausse route 2003 critique la parité politique et le féminisme victimaire. Elle est membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la décennie de la culture de paix et non-violence. Œuvre. L'amour en plus, histoire de l'amour maternel du XVIIe au XXe siècle, 1980. Émilie, ou l'ambition féminine au XVIIIe siècle, 1983. L'un et l'autre, des relations entre hommes et femmes, 1986. Condorcet, un intellectuel en politique, 1988, en collaboration avec Robert Badinter. XY de l'identité masculine, 1992. Les passions intellectuelles, désir de gloire, tome 1, 1999. Les passions intellectuelles, l'exigence de dignité, tome 2, 2002. Les passions intellectuelles, volonté de pouvoir, tome 3, 2007. Madame du Châtelet, Madame d'Épinay, 2006. L'enfant de Parme, 2008. Beauvoir, écrivain romancière. Entretien avec Gérard Bonal. Liliane Lazare. Quand et comment avez-vous découvert l'œuvre de Simone de Beauvoir? Gérard Bonal. Ma première approche de Simone de Beauvoir écrivain a été en 1958. J'avais 17 ans, c'est avec les mémoires d'une jeune fille rangée. Jusque-là, je connaissais bien sûr Simone de Beauvoir écrivain, mais je ne l'avais jamais lu. Ce qui est drôle, c'est que Simone de Beauvoir m'a amené à Sartre ensuite. J'ai donc lu les mémoires d'une jeune fille rangée, qui a été un énorme succès de librairie. Ma sœur aînée l'avait acheté, et quand elle l'a lu, elle m'a dit que c'était très bien. Je me suis mis à le lire. Je peux vous dire que cela a été un éblouissement. Similaire à ce que j'avais proféré pour Colette, quelques années avant. J'avais seulement 15 ans quand j'ai commencé à lire Colette.
J'ai été frappée par le livre de Beauvoir, mais je ne savais pas encore l'analyser. C'est aujourd'hui que je peux l'analyser. L'expérience d'une jeune fille née dans une famille bourgeoise, son émancipation et sa libération pouvaient être aussi un exemple pour un jeune homme à peu près du même milieu, en bout à d'autres contraintes, car traditionnellement on n'impose pas les mêmes aux garçons et aux filles, mais les choses qu'on a dans la tête et l'atmosphère sont les mêmes finalement. Après la lecture de ce livre, je n'ai peut-être pas tout compris, mais j'ai pressenti et j'ai eu l'intuition qu'on pouvait faire sa vie. Rien n'était donné, il fallait choisir. Si on était docile à son éducation, je ne reproche rien à mes parents ni à mon milieu, je serais amené dans une direction que je ne voulais pas prendre. J'ai lu ses mémoires avec passion. J'ai eu envie d'en savoir plus. J'ai tout lu, ce que je fais avec les écrivains qui me touchent, c'est peut-être mon côté Beauvoir. J'ai tout lu sauf le deuxième sexe. LL. Pourquoi? GB. En 1958 à 59, on n'en parlait plus beaucoup. Même avec Beauvoir que j'ai rencontré, on n'en parlait pas. À cette époque, elle n'était pas un écrivain féministe, c'était un écrivain. Donc j'ai lu tout ce qui existait, sa philosophie, ses romans, ses essais. J'ai adoré l'Amérique au jour le jour. J'ai aimé aussi La Longue Marche, qui n'est peut-être pas son meilleur livre. Surtout j'ai eu un coup de foudre extraordinaire pour Tous les hommes sont mortels qui regroupe ses angoisses personnelles comme la mort. Je le lui ai dit quand j'ai eu la chance de la rencontrer, et j'ai senti que cela lui a fait plaisir, parce que c'est un livre qui est oublié dans son œuvre. Alors que je n'avais pas tellement aimé Le sang des autres. Tous les hommes sont mortels est un livre remarquable qui vous fait penser à la mort. Quand Régine découvre que Fosca ne mourra pas et qu'elle mourra, cela fausse tous les rapports. Beauvoir, on va le dire au masculin, est un grand romancier. Puis sont parues La force de l'âge et La force des choses que j'ai lues avec passion. La force des choses se passait à la fin de la guerre d'Algérie. Je m'en rappelle très bien, j'étais étudiant à ce moment-là. À cette époque, Beauvoir était un auteur très aimé. Entre-temps, elle m'avait amené à Sartre. J'ai lu Les chemins de la liberté que j'ai adoré. Ma génération a été nourrie par cette littérature. À cause de la façon dont Sartre a composé La mort dans l'âme, cela m'a amené à lire Dos Passos. LL. Avez-vous rencontré Simone de Beauvoir plusieurs fois? GB. 3 fois. Quand j'ai terminé mes études, j'avais envie de tout sauf de me mettre sur le marché du travail. Nous, les garçons, avions encore le service militaire. Je me suis tournée vers le syndicalisme étudiant, pas le syndicalisme politique. Il y avait à l'époque une organisation qui s'appelait la Mutuelle nationale des étudiants de France, dont je m'étais occupée en tant que président dans une section locale. C'est la Sécurité nationale étudiante. Je m'étais inscrit en droit, mais je n'y allais pas, juste pour garder mon statut d'étudiant. J'ai toujours été intéressée par le théâtre. J'ai cherché, et j'ai trouvé le groupe de comédie moderne de la Sorbonne. J'ai senti que j'étais plus douée pour écrire que pour jouer. Un jour est arrivée dans ce groupe une jeune femme, Marie-Claude Gray, qui connaissait Simone de Beauvoir. J'avais beaucoup sympathisé, et nous avions commencé une amitié. Je parlerai de cette jeune femme au passé, parce qu'elle est morte, elle s'est suicidée. J'avais déjà commencé à écrire, et elle a aimé ce que je faisais. Elle m'a dit « Il faut que je te présente à madame », parce qu'elle appelait Simone de Beauvoir madame et Sartre monsieur. Je me suis dit « Jamais Simone de Beauvoir n'aura affaire à quelqu'un comme moi ». Un jour Marie-Claude m'a dit « Eh bien ça y est, on va chez Simone de Beauvoir tel jour à 18h. On se donne rendez-vous devant la porte rue Schulcher. » J'avais 25 ans, mais j'étais toujours assez timide. J'étais très impressionnée. Si j'avais rencontré un écrivain que je n'estimais pas, cela m'aurait été égal, mais Simone de Beauvoir. Marie-Claude est arrivée, on a sonné. Je m'en souviens comme si c'était hier, Simone de Beauvoir a ouvert la porte. Elle était très élégante et portait une veste genre tissu Chanel vieux rose. Elle avait ses ongles rouges comme toujours, très souriante et même chaleureuse avec nous alors qu'on disait qu'elle était un glaçon. Moi, je l'ai toujours vue disponible avec nous les jeunes casse-pieds. On a parlé. Elle nous offert un whisky, c'était la marque 2069, la marque à elle qui n'existe plus je crois. On est resté à peu près 1 heure. On a parlé de choses et d'autres, à bâton rompu.
C'est là que je lui ai dit que j'aimais beaucoup Tous les hommes sont mortels. Elle nous a dit aussi que Gallimard faisait une analyse graphologique de son écriture. Cela avait l'air de lui faire plaisir. Je lui ai donné mes premiers essais. Elle m'a dit « Téléphonez-moi. C'est toujours entre 13h et 14h. Je lirai vos essais et je vous dirai ce que j'en pense. » On est parti. J'ai dit à Marie-Claude « Je ne vais jamais en entendre parler parce qu'elle est tellement sollicitée. Je trouve que ce que je lui ai donné n'est pas bien, et n'est pas terminé. » À ce moment-là, je faisais mon service militaire. L'armée avait trop de garçons, et ne savait pas quoi en faire. On rentrait chez soi le soir, et pendant la journée on faisait le gratte-papier dans un bureau. J'étais libre le soir à 6h comme un fonctionnaire. Au moment convenu, je lui ai téléphoné de mon bureau. Elle se rappelait très bien de moi et m'a dit « Bien, venez tel jour, telle heure. » J'y suis allé tout seul cette fois-là. Cela s'est encore mieux passé que la première fois. On a longuement parlé de Tous les hommes sont mortels. J'étais furieux parce que j'avais oublié d'apporter mon livre pour une dédicace. Puis, elle m'a parlé de ce que j'avais écrit, un roman, et elle m'a dit qu'il fallait que je continue. Il lui semblait que je pouvais écrire. Il y avait certaines choses à améliorer. Elle avait parfaitement raison. Elle l'avait vraiment lu, ce n'était pas une page par-ci, par-là. Elle m'a offert un whisky, puis elle m'a signifié comme elle faisait à tout le monde que l'entretien était terminé. Son emploi du temps était très réglé. Toutefois, elle a ajouté « Si vous voulez, vous pouvez m'accompagner jusqu'au taxi. Je dois aller dîner chez une amie. » Elle a pris dans son frigidaire du jambon qu'elle a emporté. C'est une rencontre qu'on n'oublie pas. Elle. C'était en quelle année? GB. Fin 65 ou hiver 66. Elle n'avait pas encore publié Les belles images, qui est paru je crois un peu plus tard dans l'année. Elle. C'était avant qu'elle devienne militante? GB. Ah. On n'a même pas parlé du deuxième sexe. On a parlé de tout ce que j'avais lu. Elle a très bien vu que je connaissais très bien son œuvre. Cela lui faisait plaisir de voir que des jeunes connaissaient son œuvre. Elle l'a écrit d'ailleurs, Les gens jeunes c'est mon avenir. LL. Vous ne l'avez plus revu? BG. Si, je l'ai revu une fois pour autre chose. Cette amie, Marie-Claude, dont je vous ai parlé, avait écrit une très bonne pièce de théâtre. Nous l'avons montée au groupe des comédies de la Sorbonne. Simone de Beauvoir est venue assister à une représentation. C'était une représentation qu'on avait fait un peu spécialement pour elle. Il y avait aussi René Sorel, la critique des temps modernes, l'actrice Gabi Silvia, Tania Ballarova, la créatrice de Huis clos, mais Jean-Paul Sartre n'est pas venu. J'ai encore parlé avec Simone de Beauvoir, qui m'a demandé si je continuais à travailler sur mon roman. Elle était très souriante, aimable, gentille. J'ai l'impression qu'avec tous ces jeunes, la moyenne d'âge était 25 ans, elle se sentait bien. LL. Vous avez été à son enterrement? GB. Non. Je n'étais pas à Paris, j'étais au Brésil. Je ne vais jamais aux enterrements, à moins que cela soit des très proches. On est tellement perdu dans une foule, on n'a plus de contact avec le disparu. J'aime mieux l'évoquer tranquillement dans mon coin, elle reste plus vivante. LL. Quand avez-vous lu finalement Le deuxième sexe? GB. Prenez-le comme je vais le dire. On ne peut pas dire que je suis un opposant du deuxième sexe, mais je ne veux pas qu'on fasse de Simone de Beauvoir qu'une féministe. Je le dis et les redis encore au moment de la sortie en folio de Anne, ou quand prime le spirituel, où il y avait une petite réunion à la Maison des écrivains. Il y avait Daniel Salnave et quelques autres dont Sylvie Lebon de Beauvoir, sa fille adoptive. Ne le prenez pas comme une déclaration de guerre. Je dois vous avouer que je l'ai lu récemment. Je n'avais pas eu la curiosité de le lire jusque-là, parce que j'en avais un peu les oreilles rabattues. C'est un livre que j'aime beaucoup. Je suis profondément féministe et depuis toujours. Je ne fais aucune différence entre une femme et un homme. Je ne me sens pas du tout menacée par les femmes. Je dirais même d'une manière générale, que les femmes sont plus intéressantes que les hommes. C'est une boutade, je trouve qu'une femme bête est moins bête qu'un homme bête. Il y a quelque chose qui les sort de la bêtise absolue. LL.
Vous vous êtes beaucoup investi dans l'œuvre de Colette. Y a-t-il des affinités entre son œuvre et celle de Beauvoir? GB. Absolument. D'abord, je trouve qu'elles sont les deux plus grandes écrivaines françaises du XXe siècle. Deux phares, l'une pour la première moitié du siècle, l'autre pour la seconde moitié. Marguerite Duras n'arrive pas aux chevilles de l'une ou de l'autre. Sarraute, c'est autre chose. Vous savez l'admiration que Beauvoir éprouvait pour Colette en 1948, quand elle écrivait à Nelson Algren qu'elle n'avait plus en 1963. Elle a écrit des choses charmantes à son sujet. On voit l'enthousiasme qu'elle avait pour elle. Elle est comme moi quand je lisais Beauvoir, pétrie d'admiration quand elle voyait Colette. Je n'ai jamais considéré Beauvoir comme un bas-bleu ni comme une femme froide. Je pense qu'à l'intérieur d'elle-même, c'était un perpétuel volcan. Dans les mémoires d'une jeune fille rangée, la description du monde rappelle Colette. Les promenades dans le parc à Mérignac à l'aube avant que tout le monde soit réveillé, cela rappelle dans Sido Colette qui demande à sa mère de la réveiller à 3 heures du matin pour partir dans la campagne pour découvrir le monde. Il y a l'amour de la nature, l'amour des choses terrestres, un appétit de vivre et une attitude devant la vie qui sont similaires. Leurs œuvres sont très différentes, leur prise de position politique également. L'une est une intellectuelle, Beauvoir, l'autre, Colette, dit qu'elle a horreur des idées générales. Bien entendu, elle ne se serait pas entendue si elles s'étaient rencontrées, s'il n'y avait pas eu cette différence d'âge, mais il y a quand même des affinités. Elle. Pas l'amour des animaux pour Simone de Beauvoir. GB. Pour Colette non plus. Elle aimait bien les animaux, mais c'était une dompteuse. Elle aimait les animaux comme les enfants, il fallait qu'ils obéissent. Elle. Comme elle a dompté les hommes. GB. Exactement. D'ailleurs, Simone de Beauvoir la cite énormément dans Le Deuxième Sexe. Ce qui semble les éloigner, c'est que Colette n'est pas du tout féministe, mais elle est adorée des féministes parce que sa vie est un exemple de féminisme. Elle. Comment l'expliquez-vous? GB. Je pense qu'elle a fait les choses pour elle-même, sans idée d'exemplarité. Elle aimait son corps, il fallait qu'elle gagne sa vie. Elle a aimé des hommes, elle a aimé des femmes, elle a trompé, elle a été trompée. Elle a agi un peu comme un homme. Colette était très narcissique et Beauvoir aussi. Par certains côtés, Beauvoir a une certaine fascination de sa vie. Elle. Votre livre Simone de Beauvoir avec Malka Rybowska, sous la direction de Christophe Lovini, est très riche en magnifiques portraits de Beauvoir. Comment vous est venue l'idée de faire ce livre? GB. J'ai toujours trouvé la vie de Simone de Beauvoir passionnante, et j'ai toujours trouvé de bonnes choses d'aller frapper à la lecture de La force des choses. Quand elle a emménagé rue Schulcher, rappelez-vous, elle a écrit qu'elle a pleuré toute l'après-midi à la vue du cimetière, la prise de l'angoisse de la mort. Je me suis dit qu'une personne qui est capable de faire cela, ce n'est pas un pur esprit, c'est quelqu'un qui est dans la vie complètement. La publication des lettres à Nelson Algren montre une femme amoureuse. En 1949, on disait que c'était une femme mal baisée. J'ai toujours pensé que ce n'était pas à moi de la réhabiliter, mais j'ai voulu montrer un autre côté de Simone de Beauvoir. Là-dessus, j'avais fait aux éditions du Seuil qui est mon éditeur habituel un album Gérard Philippe qui a très bien marché. Mon éditeur m'a dit, on va faire autre chose. J'ai dit alors, s'il y a quelqu'un que j'aimerais faire c'est Simone de Beauvoir, mais il faudrait que je m'assure que les ayants droit soient bien d'accord, car tout cela n'est pas dans le domaine public. Je ne connaissais pas sa fille adoptive, à l'époque. Pour Gérard Philippe, je m'étais assuré que la famille était d'accord. Par Malka Rybowska qui a co-signé le livre, mais qui n'a pas écrit une ligne, j'ai rencontré Sylvie Lebon de Beauvoir qui a adhéré à mes vues parce que c'était celle de Simone de Beauvoir. Moi, je n'avais pas envie de faire le énième livre sur le féminisme. Je voulais écrire sur Beauvoir la femme amoureuse, la partie qu'on attribue à Nelson Algren où elle est pleine de vie. Mon directeur de collection a mis la main sur un reportage américain qu'on ne connaissait pas en France. Il avait pris une photo de Beauvoir nue dans la salle de bain. Dans notre livre, on ne l'a pas mise en entier. On l'a coupée à la taille. Sylvie nous a dit « Oh, vous auriez dû la mettre en entier. » C'est presque à cause d'elle qu'on ne l'a pas mise, on s'est dit qu'est-ce qu'elle va penser? Dans notre livre,
cela n'a pas le côté scandaleux et moche parce que c'était dans un ensemble. LL. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu cette photo sur la couverture du Nouvel Observateur? GB. Je n'ai pas aimé le titre sur la couverture, Beauvoir la scandaleuse. On a l'impression qu'elle est scandaleuse parce qu'elle est nue. Si elle est scandaleuse, ce n'est pas pour cela. Je ne suis pas sûre que ce soit cette couverture qu'il fallait faire. Il y a suffisamment de très beaux portraits de Simone de Beauvoir, où il y a l'intelligence qui émane du visage. Cette photo, s'il fallait absolument la passer, on la mettait à l'intérieur. LL. D'ailleurs, elle était à l'intérieur dans l'édition internationale du Nouvel Observateur. GB. Moi, je trouve que c'est une photo qui appartient à un livre où il y a beaucoup d'autres choses et beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup de portraits magnifiques de Beauvoir. Elle était très belle, mais avec un côté un peu erratique. Quand elle vous écoutait parler, au bout d'un moment la timidité ou l'inhibition tombait chez elle. Elle n'avait pas envie qu'on soit un robot. Alors, on y allait. Elle écoutait avec beaucoup d'intérêt, ou tout au moins on avait l'impression. Son visage était très expressif avec ses yeux bleus et ses cheveux noirs. Quand je l'ai connue, elle ne portait pas encore de turban. Elle avait une très jolie coiffure, un peu en hauteur. Elle était là avec ses ongles rouges et du rouge à lèvres. Elle était très élégante. Elle ne vous recevait pas en robe de chambre. Elle ne se moquait pas du tout de son apparence. Dans ses lettres, elle décrivait les tissus qu'elle avait rapportés pour se faire des jupes. Elle aimait aussi la bonne chair et l'alcool. Je vais vous dire autre chose sur elle. Cette amie dont je vous ai parlé, Marie-Claude, Simone de Beauvoir avait publié des poèmes d'elle dans les temps modernes parce qu'elle les trouvait bien, et aussi pour l'aider. On avait eu une discussion sur cette amie qui ne travaillait pas, et qui ne vivait pas de ses propres moyens. J'avais dit, je reproche à Marie-Claude de ne pas travailler. Simone de Beauvoir avait répondu, ah non pas du tout. Elle écrit, c'est normal qu'on lui donne de l'argent. LL. Oui, en effet, c'est surprenant de la part de Simone de Beauvoir pour qui l'indépendance économique de la femme est primordiale. Avez-vous lu La vieillesse? Qu'en pensez-vous? GB. J'ai adoré ce livre. J'aime bien chez Beauvoir le fait de découvrir les choses quand on y arrive. Les gens disent, ah elle ne savait pas que cela existait la vieillesse. Mais non. On ne sait pas tant qu'on n'y est pas. On se voit un jour dans la glace et on se dit, jusqu'où cela va aller? On ne le prévoit pas, et on ne le voit pas sur les autres. Il faut le ressentir. La vieillesse est un livre méconnu. J'ai l'impression qu'il n'est même pas en folio. LL. C'est exact. Je l'ai cherché, et je n'ai pas pu le trouver en folio. Avec la population qui vieillit et les baby boomers qui ont maintenant la soixantaine, Gallimard va peut-être le rééditer. GB. Il est au même niveau que le deuxième sexe. Ce sont les deux essais. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.